Nous avons de nouveaux détails choquants dans l'affaire de l'ancien choix de premier tour de la NFL, désormais accusé de meurtre. Pour la première fois, un tribunal a entendu ce que Darren Lee a dit à la police lorsqu'elle est arrivée chez lui après qu'il aurait tué sa petite amie, affirmant qu'il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Mais ensuite, il y a eu la révélation choc. Ce que les procureurs affirment qu'il a demandé à ChatGPT après le meurtre et avant d'appeler les secours. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Salut, je veux vous parler rapidement d'une application géniale, Upside, qui permet de récupérer de l'argent. Oui, du cashback supplémentaire sur les achats quotidiens comme l'essence, les courses et les plats à emporter. Alors voici ce que vous faites. Téléchargez Upside, c'est gratuit. Profitez d'une offre dans plus de 100 000 points de vente et payez comme d'habitude avec votre carte. Vous vérifiez l'achat et récupérez l'argent. Disons que vous ayez besoin d'essence ou souhaitez commander à emporter un soir. Je cherche des offres sur Upside et, après avoir dépensé, l'argent apparaît dans l'application puis je le transfère sur mon compte bancaire. Les utilisateurs fréquents d'Upside récupèrent en moyenne 254 dollars par an. Alors, pour commencer à recevoir votre cashback, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR et utilisez le code promo OTC pour obtenir un bonus supplémentaire de 25 centimes sur chaque gallon lors de votre premier plein d'essence. Lorsque les New York Jets ont sélectionné Darren Lee au premier tour de la draft NFL 2016, il a signé un contrat de 4 ans d'une valeur d'environ 10 millions de dollars. Mais voici Lee aujourd'hui, après l'une de ses récentes comparutions devant le tribunal, cette vidéo selon la chaîne WBNS. Il est menotté. Il porte une combinaison de prisonnier et il est actuellement détenu sans possibilité de libération sous caution. Lee est accusé d'avoir tué sa fiancée le 5 février à l'intérieur de leur domicile près de Chattanooga, Tennessee. Elle s'appelait Gabriella Perpetuo. Elle n'avait que 29 ans. Son avis de décès montre des photos d'elle travaillant comme infirmière et passant du temps avec sa famille et ses amis. La famille a intenté une action civile pour décès injustifié contre Lee, réclamant 50 millions, et cette plainte apporte un éclairage sur ce qu'ils pensent de s'être passé à l'intérieur de la maison où elle a perdu la vie. Avant de parler de cette plainte, je dois expliquer ce que nous venons d'apprendre sur ce que Lee aurait dit aux forces de l'ordre ce jour-là, en février, lorsqu'ils sont intervenus chez lui. RCP en cours, Snow Conway. Snow Conway, Al Snowy Al, je suis une femme de 29 ans. Voici une image de la vidéo de la caméra corporelle qui a été diffusée lors de l'audience préliminaire de Lee dans le comté de Hamilton, Tennessee, selon la chaîne WTVC. Maintenant, vous pouvez voir sur cette image que Lee parle à un premier intervenant portant encore une tenue de la NFL sur son perron. C'est Lee qui a appelé le 911 et il a dit aux forces de l'ordre qu'il n'avait aucune idée de ce qui était arrivé à Gabriella. Les procureurs ont diffusé environ 10 minutes de la vidéo de la caméra corporelle au tribunal. Et selon WTVC, on entend Lee sur cette caméra corporelle dire, je cite, elle ne disait rien. Et c'est à ce moment-là que j'ai appelé le 911 immédiatement. Et j'étais là, en train de me demander qu'est-ce qui se passe. Mais ensuite, les procureurs ont révélé ce qu'ils disent être des dizaines de messages que Lee avait envoyés à ChatGPT. Et ils soutiennent que ces messages sont la preuve qu'il savait exactement ce qui est arrivé à Gabriella et qu'il serait, selon eux, celui qui l'a fait. Maintenant, avant d'aborder la partie concernant ChatGPT, nous devons parler de la descente aux enfers qu'a connue Darren Lee. Franchement, dire qu'il est tombé en disgrâce, c'est un euphémisme quand on considère tout ce que ce type avait pour lui pendant la majeure partie de sa vie. Lee était un athlète universitaire remarquable. Il jouait comme linebacker à Ohio State. Et en 2015, il a été nommé meilleur joueur défensif du Sugar Bowl lorsque les Buckeyes ont battu Alabama. Il a réalisé 7 plaquages lors de ce match, dont 3 pour perte et 2 sacs. Même si vous ne connaissez pas le football, ce sont des chiffres impressionnants. Ce match est l'un des plus grands des Buckeyes en 20 ans, car ils ont ensuite remporté le championnat national cette année-là. Au printemps, Lee a décroché le gros lot en signant un contrat bien plus élevé que ce que la plupart verront jamais. Il a été le 20e choix lors de la draft NFL par les New York Jets. Donc Lee part jouer dans le plus grand marché médiatique. C'est un millionnaire, mais sa carrière n'a pas aussi bien réussi qu'à l'université. Il n'a passé que quelques années à New York. Certains parlent d'échec. Il a tout de même rebondi pendant quelques années de plus, notamment avec un passage chez les Chiefs en 2019, où il a d'ailleurs remporté un Super Bowl. Il a aussi joué pour les Raiders et les Bills. Maintenant, même s'il n'a pas eu une carrière NFL digne du Hall of Fame, soyons honnêtes, d'un point de vue financier, il devrait être à l'abri. Il a gagné plus de 10 millions
Cependant, sa dernière saison remonte à 2021 et les avocats de la famille de Gabriella auraient déclaré que Lee n'a pas travaillé au cours des 5 dernières années. Maintenant, même s'il était peut-être à l'aise financièrement, Lee est aussi quelqu'un qui a eu des problèmes avec la justice et des problèmes de violence domestique bien avant cette affaire de meurtre. En 2023, il a été arrêté dans le comté de Franklin, Ohio, pour violence domestique ayant causé sciemment des blessures. Il a finalement plaidé coupable d'agression dans cette affaire et une ordonnance d'éloignement a été émise. Et dans cette affaire, selon les médias locaux, Lee a été accusé d'avoir frappé une femme au visage à plusieurs reprises. Maintenant, lors de cette audience la plus récente cette semaine dans le Tennessee, où il fait face à cette accusation de meurtre, les procureurs auraient déclaré que Lee est en fait en probation. À l'heure où nous parlons, cela concerne une affaire en Floride où il a été inculpé d'agression aggravée avec une arme mortelle. Vous en savez donc un peu plus sur lui maintenant. Vous pouvez voir que c'est quelqu'un qui a certainement eu toutes les opportunités, mais qui, en même temps, a un passé troublé en ce qui concerne la violence domestique dans le système judiciaire. Passons donc au 5 février et à ce que les procureurs affirment être arrivés à Gabriella, dans cette maison du comté de Hamilton, Tennessee. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées, il était environ 13h30, les forces de l'ordre disent qu'elles ont parlé avec Lee et qu'il leur a apparemment dit qu'il n'avait aucune idée de ce qui était arrivé à Gabriella, même si elle avait des blessures très graves dont nous allons parler dans un instant. Il est également important de noter qu'il a dit avoir appelé le 911 immédiatement. Les procureurs diront plus tard qu'il a apporté des éclaircissements sur ce qui serait arrivé à Gabriella, affirmant qu'elle était tombée à travers une porte de douche en verre. Mais la police affirme que Lee a également envoyé ses messages à ChatGPT un jour entier, avant même que les forces de l'ordre ne soient appelées. Cela risque d'être très accablant pour Lee à mesure que l'affaire avance. Maintenant, les procureurs affirment, selon la chaîne de télévision WTVC, qu'il y avait du sang dans plusieurs pièces de cette maison. Voici maintenant des photos de la scène de crime présentée au tribunal. Et le bleu que vous voyez là indique, selon les forces de l'ordre, l'endroit où du sang a été trouvé sur le sol, sur les murs. Les documents du tribunal montrent que Gabriella avait de multiples blessures par arme blanche et des ecchymoses sur la tête et les yeux. Du sang a été trouvé sur les toilettes dans plusieurs pièces. Du sang a été trouvé dans la BMW de Lee. Du sang aurait également été trouvé dans la cuisine. Alors passons à ces messages de ChatGPT, parce que vous pouvez voir ici, rien qu'en se basant sur les preuves médico-légales que les procureurs disent avoir, l'histoire de Lee selon laquelle elle serait soi-disant tombée à travers une porte de douche en verre, cela ne semble pas tenir la route à ce stade. Et puis il y a ce qu'il a fait la veille sur ChatGPT que l'accusation a présenté cette semaine. Maintenant, les procureurs soutiennent que Lee a utilisé le chatbot comme conseiller juridique pour soi-disant dissimuler une scène de crime et savoir quoi dire aux forces de l'ordre. L'un de ces messages aurait dit, je cite, « Je ne sais pas quoi faire en ce moment, ma fiancée a encore fait sa crise et maintenant elle est dans un sale état. Je me réveille et elle a les 2 yeux gonflés. Je n'ai rien fait, c'est elle qui s'est blessée elle-même. Elle s'est poignardée, s'est entaillé l'œil, je ne sais pas, mais elle ne se réveille pas et ne répond pas. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, même si en lisant cela, Lee essaie de faire valoir que Gabriella s'est infligé ses blessures elle-même. Il est important de se rappeler qu'il a envoyé ce message, selon les procureurs, un jour entier avant d'appeler le 911. Maintenant, les procureurs disent que ChatGPT a en fait répondu en disant, je cite, « Voici ce qu'il faut dire sans présenter cela comme un problème avec la police. » Maintenant, Lee fait face à une accusation de meurtre au premier degré. Il est détenu sans possibilité de libération sous caution dans le Tennessee. La famille de Gabriella a intenté une action de 50 millions de dollars contre Lee pour décès injustifié, précisant que Gabriella a subi, je cite, de graves blessures corporelles, y compris, mais sans s'y limiter, un traumatisme crânien causé par un objet contondant entraînant une grave lésion cérébrale, une fracture de la colonne cervicale du cou, de multiples blessures par perforation et coups de couteau à la poitrine, à l'abdomen et à la jambe, de nombreuses éraflures et ecchymoses sur le côté gauche du visage, ainsi que des marques de morsures humaines retrouvées sur le corps de la défunte, ce qui correspond à une lutte physique violente et à une agression intentionnelle. Le juge a estimé, après l'audience de cause probable, qu'il y avait des motifs suffisants pour poursuivre l'affaire, qui sera désormais soumise à un grand jury. Nous sommes rejoints pour discuter des suites de cette affaire par Rich Schonstein, avocat plaidant. Merci d'être avec nous sur Law and Crime. Vous savez, ChatGPT est un nouvel outil pour beaucoup de gens. Je sais qu'on parle souvent de messages textes dans des affaires comme celle-ci, mais là, selon les procureurs, on voit en fait un prévenu qui a consulté ChatGPT pour demander quoi faire dans cette situation. Que pensez-vous de cette évolution dans l'affaire? Eh bien, c'est intéressant.
Vous savez, cela fait maintenant plusieurs années que nous voyons des preuves cruciales sous forme électronique. Et dans beaucoup de ces affaires, on entend parler de SMS, on entend parler d'email, et on entend parler de recherche sur Internet parce qu'on a des affaires où les suspects, vous savez, ont cherché sur Internet comment faire disparaître les traces d'un cadavre, n'est-ce pas? Ou quelque chose comme ça. Et donc, pour moi, c'est exactement ça, mais avec la nouvelle technologie, il n'aurait pas fait de recherche sur Internet. Il aurait posé une question à ChatGPT. Et tu regardes aussi, et tu sais, ce qu'il a recherché d'après ce que nous comprenons. Ce n'est pas là qu'il a reconnu sa culpabilité, mais comme pour les messages textes et d'autres données, tu peux en récupérer depuis un téléphone ou un ordinateur. Il posait ces questions un jour avant d'appeler le 911. Quand tu vois la solidité des preuves contre lui dans cette affaire, même si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la partie médico-légale, mais il y a clairement quelque chose qui cloche entre la chronologie qu'il donnait aux forces de l'ordre et ce que dit ChatGPT. Que penses-tu de cet aspect alors que les procureurs montent leur dossier contre Aaron Lee? Eh bien, je pense que c'est très utile pour l'accusation. Tout d'abord, cela contredit directement l'histoire qu'il a racontée aux autorités lorsqu'elles sont venues. Cela bouleverse la chronologie et cela contredit ce qu'il a dit aux forces de l'ordre. Donc c'est un problème. Et cela montre une planification et cela montre une conscience potentielle de culpabilité. C'est une preuve très accablante, tout simplement. Vous savez, le reste des preuves doit être présenté. Les procureurs doivent présenter l'ensemble de leur dossier. Mais poser des questions à l'IA à ce sujet, ça fait vraiment mauvais effet. Sans aucun doute. Et ce n'est pas sa première confrontation avec le système judiciaire. Il faisait face à des accusations de violence conjugale dans l'Ohio en 2023. Les procureurs disent qu'il était encore en probation pour une autre affaire d'agression en Floride. Il a eu un incident à New York en 2017 lorsqu'il jouait pour les Jets. C'est une personne déjà accusée et ayant plaidé coupable de violence domestique. Dans quelle mesure cela peut-il être utilisé si l'affaire va au procès? Comme vous le savez, les procureurs peuvent le présenter comme ayant déjà été violent, avec des preuves au dossier et le fait qu'il ait plaidé coupable pour agression sur une femme dans des affaires antérieures. Eh bien, cela va créer une bataille classique autour des actes répréhensibles antérieurs où les procureurs voudront présenter des comportements similaires ou liés qui auraient eu lieu auparavant. Et la défense soutiendra que cela n'est pas recevable parce que c'est très préjudiciable lors du procès et que cela ne prouve pas s'il a tué cette personne en particulier à cette date précise. Aucun de ces autres incidents n'impliquait qu'il ait tué quelqu'un. Cela ne démontre pas un mode opératoire. C'est simplement destiné à montrer qu'il avait des tendances violentes. Ce que la défense soutiendra, je pense, n'est pas une raison suffisante pour l'inclure comme preuve. Donc, nous allons devoir entrer dans plus de détails sur ce que ces actes étaient exactement. Quelles étaient les circonstances? Quel était le statut des allégations dans ces situations? Mais cela va être une bataille autour des preuves avant le procès si cette affaire va jusqu'au procès. Vous parlez de la bataille autour des preuves. Concernant ChatGPT, si un jury voit ces messages présentés lors de l'audience préliminaire, cela pourrait être très mauvais pour Darren Lee et sa défense. Que peut faire un avocat de la défense avec quelque chose comme ChatGPT pour essayer de faire exclure cela, comme on le voit parfois? Peut-être que c'est un SMS, peut-être que c'est une recherche sur Internet qu'un avocat de la défense essaie d'écarter. À quel point est-il difficile de faire réellement exclure cela dans des affaires comme celle-ci? Je ne vois vraiment pas comment on pourrait faire exclure cette preuve. Il s'agit de la communication de l'accusé concernant les circonstances du décès de cette personne sur un ordinateur. Je ne pense pas que cette preuve sera écartée. Elle n'est pas protégée par le secret professionnel. Elle n'est protégée d'aucune manière à ma connaissance. Tant qu'ils peuvent établir, je suppose qu'ils doivent établir l'authenticité. Ils doivent prouver qu'ils ont extrait cela d'un ordinateur et que c'est vraiment lui, et ils doivent démontrer que c'était bien lui. Ce sera ça, le défi. S'ils surmontent cet obstacle avec un expert en informatique, ce que je pense possible, je ne vois aucun moyen d'écarter cette preuve.
Regardez Darren Lee, ancien linebacker. C'est comme un accident de voiture à l'université ou chez les pros, plusieurs fois par match. Le public sait très bien ce qu'est l'ECT. Je ne pense pas que cela ait été évoqué jusqu'à présent, mais je peux imaginer que la défense pourrait avancer cet argument si elle peut le prouver. Je veux dire invoquer une pathologie si les preuves sont aussi accablantes et que l'identité du coupable ne fait peut-être pas de doute, j'imagine. Quelle est la suite? S'ils estiment que cela peut être présenté, ils devront passer par là et un jury pourrait en être informé. Eh bien là, vous parlez d'une défense pour cause d'aliénation mentale, et les lois varient selon les États à ce sujet. Mais pour aller droit au but, la défense pour cause d'aliénation mentale consiste à dire qu'ils ont un trouble mental qui les empêche réellement de distinguer le bien du mal ou de savoir que les actes qu'ils commettaient étaient répréhensibles. Et d'après ce que je comprends, le TC pourrait mener à cela dans certaines circonstances. Mais encore une fois, il faudrait un témoignage d'experts très solide pour en arriver là. Pour pouvoir présenter une preuve recevable à ce sujet, afin que le tribunal vous permette de présenter cette défense devant le jury, je n'ai pas entendu dire qu'ils allaient faire cela. Je pense qu'à ce stade, la défense ne reconnaît pas qu'il est la personne qui a commis ce crime, ni même qu'il s'agissait d'un crime. Son récit est qu'elle s'est infligé cela elle-même d'une manière ou d'une autre, ou que cela s'est simplement produit. Donc il faut déjà franchir cette étape, puis que la défense dise « Vous savez, nous allons plaider la folie ». Et là, je ne sais pas s'ils auraient assez d'éléments pour soutenir cela dans cette affaire. Et je sais que l'ETC ne peut vraiment être prouvé qu'après le décès de la personne, lorsque son cerveau peut être examiné. Quand il s'agit de lui en tant que personne, vous savez, c'est quelqu'un qui avait toutes les opportunités du monde. Le public voyait que son premier contrat de 4 ans valait 10 millions, bien plus que ce que la plupart gagneront jamais. Dans certains de ces cas, lorsqu'il y a des preuves solides contre un accusé, dans quelle mesure l'histoire de la personne, et peut-être même le fait de présenter l'accusé comme une figure sympathique, compte-t-il réellement dans des affaires de meurtre comme celle-ci? Eh bien, je pense que si vous êtes dans la défense, vous voulez faire un peu de cela si cette affaire va jusqu'au procès, parce que c'est un joueur de football américain professionnel. Donc, le jury va supposer qu'il a des tendances violentes parce que le football américain est un sport violent, n'est-ce pas? Je ne dis pas ça de façon péjorative. Je regarde le football américain. Parfois, ouais, je serre un peu les dents et je me demande, est-ce que je devrais vraiment regarder ça? Mais je regarde quand même, non. C'est un jeu violent et les personnes qui y jouent, et lui, il jouait au poste de linebacker. C'est quelqu'un qui frappe les gens pour gagner sa vie violemment et essaie de les mettre au sol. Donc, raconter une histoire plus complexe sur son passé, son éducation, essayer de montrer qui il est serait une bonne stratégie de la défense pour renforcer son dossier. Et bien sûr, il est seulement accusé de ce terrible meurtre. La défense n'a pas admis qu'il est celui qui a fait cela. Comme nous le disions, selon sa version des faits, il s'est réveillé. Il ne sait pas vraiment ce qui s'est passé et elle était simplement dans cet état. D'un autre côté, il y a l'accusation. Ils n'ont pas dit s'ils allaient demander la peine de mort dans cette affaire ou non. Mais le Tennessee est un État où la peine de mort est appliquée. À ce stade, bien avant un éventuel procès, quel genre de négociation se déroule en coulisses entre la défense et l'accusation? Je peux imaginer que l'accusation a certainement un levier en disant que la peine de mort est une carte qu'il possède. Mais en même temps, la défense continue potentiellement de soutenir que ce n'est pas lui qui a commis cet acte. Oui, je pense qu'il devrait forcément y avoir une forme de négociation à un moment donné. Je veux dire, cela me semble être un cas où l'accusation pourrait écarter la peine de mort si elle peut obtenir un plaidoyer de culpabilité. C'est un peu dans la catégorie des crimes passionnels, même s'il y a un argument selon lequel il a des tendances violentes, mais ce n'est pas... Il est difficile d'obtenir la peine de mort dans une affaire avec une seule victime comme celle-ci, surtout lorsque l'accusé connaît la victime. Je veux dire, il y a encore des gens dans les jurys de ce pays qui ne pensent même pas que frapper sa femme soit un crime. Je veux dire, malheureusement, je pense que c'est un fait dont il faut tenir compte quand on poursuit ce genre d'affaires. Donc, je pense qu'ils auraient une sorte de négociation à ce sujet. Mais s'il affirme, s'il reste accroché à cet argument qu'il n'est pas la personne, qu'il n'a rien fait du tout,
Je ne sais pas jusqu'où cette négociation peut aller. Sur le plan civil, la famille de Gabriela Perpetuo a intenté une action en justice de 50 millions de dollars pour homicide fautif. J'ignore la situation financière de Darren Lee. Il n'a pas joué depuis 5 ans, mais il a sûrement gagné beaucoup d'argent en pro. Dans ce genre d'affaires où l'aspect criminel n'a pas encore été jugé, comment, en tant qu'avocat, évaluez-vous le montant des dommages-intérêts pour homicide fautif que la famille réclame dans des cas comme celui-ci? Eh bien, je ne suis pas surpris de voir un montant de 50 millions de dollars mentionné. Il s'agit de la mort d'une jeune personne, apparemment de manière violente. Et évidemment, il y a un défendeur potentiellement riche. Et je n'en sais pas plus que vous sur sa richesse. Oui, d'après ce que je comprends, ces joueurs de football ont toute une série de personnes qui sont payées sur leur salaire au fil des années. Et d'après ce que je comprends, certains d'entre eux ne gèrent pas très bien leur argent et d'autres réussissent parfaitement à le conserver. Et que la Ligue a fait des progrès au fil des années pour éduquer ses joueurs à conserver leur argent. Donc, je ne sais pas s'il a de l'argent ou non. Si c'est intentionnel, s'il l'a tué, il n'y a pas d'assurance, n'est-ce pas? Aucune assurance ne couvrirait ça. Il n'y a personne d'autre. Je ne vois vraiment aucun moyen, aucune possibilité d'intenter un procès contre la Ligue ou un procès contre l'équipe. On pourrait parfois envisager cela si un acte violent avait été commis par un joueur en activité, mais là, il s'agit d'un joueur à la retraite. Donc, ils vont fixer un montant élevé et l'affaire sera en grande partie gelée. Pendant que l'affaire pénale suit son cours, il n'a pas à témoigner dans l'affaire civile tant qu'il fait l'objet de poursuites pénales. Il a le droit de se prévaloir du 5e amendement. Et généralement, ce qui se passe, c'est que les affaires civiles attendent. Elles sont déposées et attendent juste la fin de l'affaire pénale. Donc, il y a beaucoup de questions à ce sujet. La première question est, quelle est réellement sa valeur financière? Ensuite, on peut essayer d'imaginer à quoi ressembleraient les négociations pour un accord. Et enfin, je me souviens quand Darren Lee était joueur à l'université. Je me rappelle aussi de son passage très bref chez les professionnels. Et dans certains de ces cas, ce n'est pas la première fois qu'on voit des joueurs qui semblent avoir le monde à leurs pieds. L'opportunité de ne plus jamais avoir à se soucier de l'argent. Et ensuite, ils sont accusés de ces crimes horribles. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans ce genre d'affaires, Heitorseter? C'est surtout l'aspect humain de tout cela. Le fait que quelqu'un perde la vie, mais aussi que l'accusé ne correspond généralement pas au profil que l'on voit habituellement dans les affaires de meurtre. Quelqu'un issu d'un milieu aisé, qui a toutes ses opportunités et qui apparemment aurait tout gâché. Oui, je ne sais pas. Je veux dire, nous avons beaucoup d'affaires de meurtre où il y a des accusés dont on ne comprend pas pourquoi ils se sont mis dans cette situation. Je veux dire, Alec Murdaugh, n'est-ce pas? C'est une grande affaire de meurtre. Ce type n'est pas un joueur de football, mais il était un avocat très riche et prospère. Il est accusé d'avoir tué sa femme et son fils. Nick Rainer, je comprends qu'il puisse y avoir des problèmes de santé mentale, mais c'est quelqu'un qui, apparemment, aurait eu toutes les opportunités. Vous savez, donc ça se répète encore et encore. Et je sais qu'on voit beaucoup de violence de la part des joueurs de football américains. Et je ne sais pas, parce que je n'ai jamais pris le temps de faire les calculs pour savoir si c'est statistiquement disproportionné ou si on met simplement en avant ces cas parce qu'ils sont célèbres. Mais au final, le meurtre et d'autres crimes sont souvent commis par des personnes dont on ne comprend pas les motivations. Et si Darren Lee a fait ce dont il est accusé, je ne comprends pas comment une personne, quelles que soient les circonstances, aurait pu faire ça. Cela dépasse la compréhension, c'est une question pour un jury. Et nous verrons comment cela va se dérouler. Un autre cas auquel je pense bien sûr à Ron Hernandez et comment cela s'est passé aussi en NFL. C'est vraiment une affaire très très triste. Cette femme, âgée de 29 ans, a perdu la vie. Darren Lee est détenu sans possibilité de libération sous caution. Nous verrons ce qui se passera ensuite. Rich Honstein, avocat plaidant. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Merci d'être avec nous. Heureux d'être ici, prenez soin de vous. C'est tout pour cette affaire de Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Spotify et retrouvez-nous sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.